ce n'est pas parce qu'on est un militaire qu'on ne peut pas diriger un pays ou on ne peut pas être un bon président. Mais quand je prends des chefs d'État, je ne prends pas uniquement que les chefs d'État africains. Mais le général de Gaulle, qui est une référence aujourd'hui pour les Français, que les gens se disent que nous sommes des gaullistes, c'est parce qu'il se voit au général de Gaulle. Mais il est militaire. En tant que militaire qui est venu avec la 5e République française, a marqué son temps. Au jour d'aujourd'hui, c'est celui-là même qui a pu se marquer cette révolution française et cette dernière guerre du monde, c'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale, pour sauver la France des mains des nazis allemands. C'est un militaire. Mais quand vous venez en Afrique, vous regardez un peu tous ceux qui sont autour aujourd'hui, les gens se réclament de Poutine et autres. Mais Poutine aussi, c'est un ancien militaire, un ancien soldat. Et un ancien du KGB, qui a dirigé le KGB. Aujourd'hui, les Russes s'identifient en lui. Et la plupart de certains Africains, les pays émergents en Afrique, d'autres pays en Afrique, aujourd'hui disent Poutine, il continue de marquer son ère. Vous prenez le président Sassou Nguesso, mais c'est un militaire. Depuis 77, il a encore 79, il a encore pouvoir. Donc, c'est un militaire, il gère son pays comme bon lui semble. Vous avez le président Nguema, le feu Idriss Déby, le président Blaise Compaoré. Mais c'était des militaires qui ont géré ces nations qui sont devenues des civils qui ont réussi à le faire. Mais je ne suis pas là pour faire l'apologie du président Mamadi ou de quoi que ce soit. C'est des questions que vous posez, je réponds valablement à ces questions. Pour moi, le critère d'être militaire ne veut pas dire qu'on ne peut pas gouverner un pays. Dedans, Abdelaziz, au moment où Abdelaziz a fait le coup d'État en Mauritanie, au même moment, il y avait aussi un coup d'État en Guinée. Mais Abdelaziz, il a été coaché par la France. Et même l'ancien ministre de la coopération française, Alain Joindé, est venu à son investiture. Mahamad du Tchad, c'est un militaire. Le président Macron est venu à son investiture au Tchad. Mais pourquoi vous ne voulez pas que le président Mamadi, qui est un militaire, qui ne peut pas être aussi président comme les autres? Mais attendez, moi je pense que on ne peut pas l'interdire de l'être. Par principe, peut-être on peut le dire, oui, c'est un militaire, il a fait un coup d'État, il est venu, il dit qu'il va partir, et donc il doit respecter la parole donnée. Mais en politique, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. En politique, ce n'est pas une science exacte. Donc, c'est ma parole, j'ai donnée, et puis demain, je la change. Mais attends, c'est comme ça. Vous voulez qu'on dise quoi? Demain, on dira non, Idriss a dit ceci. Idriss est un acheté. Idriss, c'est lui qui a dit à Dadis de faire quoi que ce soit. C'est lui qui disait, le président Dadis doit faire ceci, doit faire cela. Mais enfin, c'est parce que souvent les gens ne connaissent pas. Et ils ne connaissent pas la personne qui est en face d'eux. De vous, chacun peut dire ce qu'il a envie de dire. Mais c'est loin de vos réalités. Très très loin des réalités. Si vous savez que beaucoup de personnes ont pu m'empêcher, mais je vous dis là, je vous dis ce qu'il dit, ce que c'est. Bon, je pense que, à mon avis, vous me posez une question, je réponds valablement à la question, je vous dis que je suis d'accord que le président Mamadi soit candidat. S'il veut l'être, qu'il le soit. Comme moi, je suis candidat en rien. C'est vrai, je suis un homme politique. Aujourd'hui, je me suis converti à autre chose. Pour le moment, je me concentre beaucoup plus sur ce que je suis en train de faire. Mais je reste quand même amoureux de mon pays, que la Guinée.
même si je bénéficie de ces deux patries, la Côte d'Ivoire et la Guinée, et ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et j'ai l'amour de mes deux pays, c'est l'essentiel pour moi. Bon, je pense que c'est dans cette optique que je voudrais véritablement m'exprimer en bon sens et en bon homme politique. Et comme je ne suis plus pas sur le plateau d'affaires, je suis sur un plateau auquel vous me posez des questions purement politiques, donc je réponds valablement à ces questions politiques. La liste des candidats, bon, en ce qui concerne les différents candidats et ceux qui n'ont pas été retenus, mais je me dis que dans chaque pays, il y a ses lois. Et si la loi a frappé certaines personnes d'entre eux, enfin, ils ont eu des recours. Bon, les recours n'ont pas donné. Ousmane Kaba n'a pas été retenu. Dane n'a pas pu se présenter, il n'y a pas de recours parce qu'il n'était pas sur la liste. Il n'était pas sur la liste électorale, donc il ne peut pas être de recours. Sidi aussi n'était pas dessus. Mais ceux qui étaient et qui n'ont pas été retenus, bon, je pense qu'il y a une prochaine fois. Et moi, j'ai pas posé de candidature parce que je ne suis pas apte à poser ma candidature, parce que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut se préparer. En 2020, je m'étais préparé pour venir. Bon, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu me présenter. Et puis bon, voilà. Et là, je passe dessus. Mais en ce qui concerne le cas de Kouyaté, bon, je ne voudrais pas vraiment parler personnellement de Kouyaté ou bien de mon frère et mon ami Ousmane Kaba. J'ai dit simplement que bon, ils n'ont pas été retenus par le fait de la loi. Je ne dis pas politiquement parce que je ne suis pas juriste et je n'accuse rien, je ne suis pas membre de leur campagne ou du directoire de leur parti. Mais quand même, je me suis dit que bon, de toute manière, s'ils n'ont pas été retenus, bon, ils ont d'autres candidats qui disent que soit se greffer à d'autres candidats, faire des partages d'idées à d'autres candidats, et puis bon, voilà. Ou bien, ils sont dans la mouvance du CNRD. Comme il y a beaucoup de mouvements qui sont créés, qui sont affiliés au CNRD, bon, voilà. Et quant à moi, comme je l'ai dit, c'est personnel. Donc, j'ai une affection purement personnelle pour le président Mamadi, que je trouve que c'est un homme qui est très pragmatique. Donc, je dis que je soutiendrai et je soutiens la candidature du président Mamadi. Bon, j'ai quand même un respect pour un candidat quand même qui est là-bas, qui, ma foi, est quelqu'un de sérieux. Et je parle surtout du bloc libéral, de Faye Aminimeno, et qui est vraiment très cohérent, que je trouve quelqu'un qui est un bon cadre. Donc il peut apporter beaucoup de valeur ajoutée à la Guinée. Voilà, s'il y a autre chose, je pense que je l'apprécie, mais par principe, par valeur réelle numérique, je pense que Mamadi, le président Mamadi, c'est un homme de conviction, et puis bon, je respecte vraiment sa posture, sa personnalité. Il a donné un contenu à la personnalité et il a imposé véritablement le respect. Et moi j'aime ça chez des gens. Il a du caractère et il a des principes. Et quand vous avez des principes, ce qui veut dire que vous avez des valeurs. Donc je pense que Mamadi a beaucoup de valeurs. Et il incarne vraiment le respect. Voilà ce que je voulais dire dans ce sens-là. Bon, Simandou, comme je l'ai dit tout à l'heure, Simandou, c'est une volonté, c'est une grande volonté politique. Simandou a manqué vraiment d'une volonté politique.
Et le président Mamadi, il a été très rationnel et il a été pragmatique. Il a été courageux, il a été déterminant et il a cru qu'il fallait passer de la phase théorique à la phase pratique. Donc, comme on dit le plus souvent, on dit la pratique est le critère de la vérité. Donc, il est sorti de ses rêves pour venir en réalité. Voilà pourquoi j'ai dit que il fallait un monsieur comme le président Mamadi pour donner un contenu vraiment à la Guinée. Depuis que nous avons mis la bauxite en place, depuis autant de siècles, on n'a pas pu mettre un autre truc de minerai de ce genre d'envergure où vraiment ça peut faire la fierté des Guinéens. Même si nous pensons que cela ne peut pas développer le pays, ne peut pas harmoniser, développer le pays comme nous voulons, mais c'est un départ dans plusieurs. La Guinée reçoit tellement de minerais que c'est un don que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi nous avons traité que ce pays est un véritable scandale géologique. C'est un pays à scandale géologique. Donc, pour nous, je pense que c'est une première. C'est une première dans ce monde du 21e siècle. Les anciens en ont fait. Ils sont venus en cycle de temps. Ils ont mis quelque chose en marche qui était l'exploitation de la bauxite, où la Guinée bénéficiait de 49% des retombées. On n'a pas pu développer quelque chose dessus. Aucune ville n'a été développée par la bauxite en Guinée. Et aujourd'hui, on veut mettre les minerais de fer, la plus grande teneur de fer, le plus grand gisement de fer au monde. On veut le mettre, mais c'est une fierté pour la Guinée. J'ai dit merci au président Mamadi. Où maintenant les valeurs auxquelles nous devons être fiers permettront aux Guinéens vraiment de bénéficier de quelque chose. Et ça me fait plaisir parce que quand je vois ça, je vous dirai quelque chose. Je pense que c'était en 2001. Rio Tinto étant présent en Guinée et le contrat n'était pas toujours signé. Le contrat a été bloqué. C'était bloqué au niveau des grands projets. En ce moment, il y avait Éric Koch qui était le directeur des grands projets au niveau du palais, des grands projets qui étaient logés au palais présidentiel. Donc c'était au palais de la Colombe. Donc les grands projets y étaient, Éric Koch était là. Il y avait le docteur Alpha Madi Souma qui était le directeur des projets stratégiques des grands projets. Et ce projet a été bloqué. Mais lorsque le projet a été bloqué, je pense qu'il y a un monsieur que je veux rendre hommage à ce grand monsieur, ce grand talent, ce grand monsieur, Papa Kera. Papa Kera était le directeur des projets de Nimba Fer. Tout ce que vous voyez sur le fer, le taille de fer, ça revient à un grand monsieur qui est Papa Kera. Je pense que c'est le frère aîné du ministre Isto Kera et de Ibrahim Kera. Donc je pense que c'est la famille Kera, c'est lui qui m'a appelé à son bureau. Il a dit, ah, le projet est bloqué. Comme tu t'entends bien avec le président Conte, essaie d'en parler pour qu'on puisse débloquer, pour qu'on puisse signer avec Rio Tinto, ce grand monsieur. Mais avant de le faire, il faut que je te conduise chez le ministre Ibrahim Souma, qui était ministre des Mines. Je pense que c'était en 2001. Ils m'ont fait venir le projet, j'ai encore ce projet avec moi. J'ai encore toutes ces brochures encore avec moi. Dans ce projet, il y avait le Transguinéen qui était prévu. Faire le train, les rails, tout était fait. C'était prévu, le port sec, tout ce que vous pouvez comprendre était déjà là, en eau profonde, le port en eau profonde. Tout ça s'était fait. Il y avait même une usine de la haute four qui était à l'intérieur de ce projet. Je leur ai dit, bon, laissez-moi comprendre le projet. Ils m'ont dit, ça serait difficile que tu puisses comprendre le projet parce que les gens sont là. On devait signer, le dossier a été bloqué, on ne peut pas signer ce dossier. C'est ainsi que j'ai pris le projet, je suis allé voir le président. Quand j'ai commencé à parler du projet au président Nathan Conté, le président il avait été monté. Le président ne voulait même plus m'écouter. Et j'ai dit, monsieur le président, si vous pensez que ce projet ne peut rien apporter à la Guinée et que vous pensez que je peux vous mettre en erreur, si je dois vous mettre en erreur, monsieur le président, et que c'est une erreur que je vous fais, que vous voyez que c'est une erreur, faites-moi fusiller à l'esplanade du palais. C'est là que le président Conté m'a regardé. Il a dit, bon,
J'ai dit, mais monsieur le président, on dira que Sékou Touré a donné l'indépendance à la Guinée. On a l'un des plus grands projets minéraires de fer, le plus grand gisement de fer au monde. Et que les gens, donc, ils doivent venir exploiter ce problème-là en Guinée et que nous, on va bloquer pour ne pas que ça arrive. Qu'est-ce qu'on dira un jour? Que Sékou a donné l'indépendance et vous le président Conté. Quand il m'a regardé, il a dit, ok. Il m'a dit, bon, essaie de disparaître dans cette histoire parce que sinon les gens vont te faire la peau. C'est ainsi que il a appelé Eric Kohl, il a appelé Alpha Madi Souma, qui a été ministre des Mines après, qui était le directeur des projets stratégiques, des grands projets. Il a appelé Ibrahima Souma, le ministre des Mines, et Papa Kira. Il les a tous appelés. Moi, je leur ai dit, le président va vous appeler tout de suite. Quand ils sont venus, le président leur a dit, je ne sais pas ce qui est dans ce contrat. En tant que moi, j'ai dit au président Conté, ce qui n'arrange pas la Guinée, on enlève. Et ce qui arrange la Guinée, on met dedans et on signe. Ce qui n'est pas bon pour la Guinée, on enlève. Ce qui est bon, on met dedans le contrat. Et puis on signe le contrat, monsieur le président. Conté a compris ce que je lui avais dit. Parce que quand vous ne dites pas la vérité à un chef, vous êtes obligé de lui mentir. C'est les deux choses. C'était juste une parenthèse pour dire que le président Mamadi a fait quelque chose qui était bon et que vraiment il faut l'encourager parce que où les autres joueurs, Alpha est venu, rien. Le CNDD est venu, on parlait de 20 milliards sur la tasse, 20 milliards de projets qu'on devait donner, les gens devaient le faire, les Chinois, BSG, tout ce tantama, il y en avait. Bon, finalement, ça n'a pas duré. Alpha est venu faire 11 ans, ça n'a pas produit. Si le président Mamadi est arrivé en 3 ans, il a réussi, il a fait ça, moi je pense que ce monsieur mérite beaucoup mieux que ça. Il faut lui faire une bonne reconnaissance. C'est ainsi maintenant que le contrat de Rio Tonté a été signé. Et après, je pense qu'il y a Bangali qui était à Rio Tonto, il y avait Diabaté ou bien Diakité. Diakité, ils étaient tous à Rio Tonto, ils sont tous venus me voir. Ils me disent vraiment merci beaucoup, puisqu'ils étaient tous venus me voir aussi, donc Diakité. Ils m'ont dit vraiment, tu as été utile vraiment pour nous. C'est ainsi maintenant qu'on a mis les services techniques ensemble. Ils ont corrigé et après ils ont signé le contrat avec Rio Tonto. Voilà comment c'est parti. Et il y avait trop d'intérêt à l'intérieur. On ne peut pas rentrer pour le dire. Mais nous l'avons fait par patriotisme, que les gens ne savent pas. Il faut donner l'histoire au jour d'aujourd'hui pour que les gens puissent savoir où on en est au jour d'aujourd'hui. Pour dire que le président Mamadi a mené les nouvelles négociations et puis faire en sorte que les oppositions qui étaient entre le bloc 2, le bloc 4, etc., tout ça, il est venu mettre fin à tout ça pour que tout le monde se mette ensemble pour que réaliser ce grand projet, ce gigantesque projet. J'ai dit merci au président Mamadi. Voilà ce que je peux vous répondre sur le cas de Rio Tonto. Bon, pour son choix de la candidature, que le président Mamadi soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat, bon, comme je l'ai déjà dit, j'ai dit que c'est un militaire, c'est un Guinéen, il est dans ses fonctions, et c'est pas nouveau pour moi. Il peut être un bon président de la Guinée, surtout qu'il a une vision. Il a des principes, il a du caractère, donc il peut l'être. Comme tous ceux qui veulent l'être peuvent l'être. Et le reste, on verra après. Oui, il a dit qu'il n'allait pas l'être. Que ni lui, ni aucun de ses membres n'allait être. J'ai toujours dit que nous sommes en politique. Et la politique, il n'y a pas de parole en politique. Et tout le monde, c'est un doit le savoir. Qu'en politique, on peut dire oui comme on peut dire non. Cela dépend des principes et ça dépend aussi des contextes. Et quand vous n'êtes plus d'accord avec les valeurs, vous démissionnez. Quand vous pensez que vous pouvez améliorer les valeurs, vous y restez, vous améliorez. Ça dépend. J'ai vu des civils qui ont cherché à être président. Ils sont devenus des présidents.
Ils ont dit qu'ils allaient faire un seul mandat. Ils en ont fait plusieurs. Qu'est-ce qu'on dit? Ce n'est pas parce qu'ils ne respectent pas sa parole, mais les impératifs se sont imposés en eux. Ils ont trouvé qu'ils étaient les solutions. Et les gens ont trouvé qu'ils avaient plus de solutions. Et qu'on pouvait continuer avec eux parce que c'était ça. Et d'autres se sont opposés à ça. Mais en politique, il n'y a pas d'absolu. On est tous dans un rêve. Chacun dans son rêve. Donc, je ne vais pas trop me tarder sur ça. Donc, je dis que simplement que tout Guinéen qui, ma foi, accepte de briguer honnêtement et que si le jeu est vraiment transparent, le jeu n'est pas biaisé et c'est le faux qui tue et la tricherie qui tue et qu'on peut le faire de manière transparente, il n'y a pas de problème. Moi je dis que d'abord, il est mon candidat, donc je dis qu'il peut être candidat, mais que ça se passe dans l'art des choses, que ça soit normalement. Donc il faut avoir un candidat qui gagne avec l'honnêteté. Donc moi je soutiendrai Mamadi, je soutiendrai le président Mamadi à ces élections présidentielles comme il est déjà déclaré candidat. Donc c'est mon candidat idéal parmi tous les autres candidats. Je pense que c'est le meilleur profil que j'ai pu voir. Maintenant, si vous me demandez après lui c'est où? Non, après lui c'est lui. Désolé. Après lui, en politique c'est comme ça. Après lui c'est lui. Après s'il y a une autre personne qui a gagné, je vais reconnaître que j'ai perdu. Et puis je me soumets au verdict de la loi et au verdict populaire. Ce qui veut dire que la majorité a remporté et je m'aligne derrière ça, étant obéissant à ces règles-là. Voilà ce que je pourrais dire dessus ça, avec ma plus longue interview que je vous accorde. Ouais. Ça aussi c'est une question. C'est aussi une question de taille. Vous savez, souvent, il est difficile de répondre à toutes les questions. Bon, vous savez, c'est vrai, ce que vous dites, moi je suis ivoiro-guinéen, mais je bénéficie de l'avantage des deux pays. Je n'ai pas demandé à être ivoirien, je n'ai pas demandé à être guinéen. Donc c'est la nature qui m'a donné cela. Je suis né ivoirien. J'ai grandi en tant que ivoirien. Et mes parents sont guinéens. Donc des parents guinéens, des parents ivoiriens, nés sur le sol ivoirien. Je n'ai jamais demandé pourquoi je suis en Côte d'Ivoire. Et quand ces questions arrivent souvent, ça me taraude. Et je me demande pourquoi toutes ces questions-là. Comme si on n'avait pas le droit d'avoir ça, de l'être. Ceux qui ont le passeport américain et puis ont le passeport ivoirien, on ne les demande pas. Ceux qui ont le passeport ivoirien et qui sont français, on ne les demande pas. Mais pourquoi pour moi on va créer des problèmes? Parce que je bénéficie de deux pays auxquels je me suis retrouvé dedans. Mais j'assume ma naissance et j'assume mes deux nationalités. Et ça ne m'engage à rien, ça ne m'enlève à rien. Donc c'est la nature qui l'a voulu comme ça. Et je suis fier de l'être, de porter ces deux nationalités dans le cœur. Et d'aimer ces deux pays. J'ai dit Dieu merci. C'est les avantages de la vie. Et je l'assume pleinement. Et je suis fier de l'être, de porter la casquette de ces deux pays.
Mon accent, il est ivoirien, c'est normal. Je suis né ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je parle très bien le malinké. Comme un bon malinké. Bon, de toute manière, je suis à Abidjan parce que c'est chez moi. Et je vis là avec ma petite famille. Et je suis à mon bureau. Et je prends mon temps quand même pour vous écouter. Pas parce que j'ai rien à faire. Mais je travaille, les gens s'en vont, je reste là. Je vais quotidiennement à la vie de mon personnel. Et à tous ceux qui sont autour de moi. À leur bien-être et aussi pour moi aussi. Pour moi, la politique, c'est une passion, c'est une idée. C'est pas la politique qui m'a envoyé en Guinée. C'est l'amour que j'ai pour mon pays, la Guinée. Les autres, je me suis retrouvé dedans parce que j'étais proche. J'étais proche du pouvoir. Je suis resté 8 ans à côté du président Lansana Conté. Fodé Bangoura, Moussa Sorano, paix à son âme, Célou Daniel Diallo. Ils m'ont tous connu avec Conté. Tous ceux-là m'ont connu avec Conté. Tout ce que j'ai dit, celui-là, il est vivant. Autant de Conté me recevait à son bureau quand il était ministre des Transports, après ministre de la Pêche, après Premier ministre. Ministre de l'équipe. Le Fodé Bangoura, ministre secrétaire général de la présidence.